il y a 3 setups dont je voulais vous parler. Le premier setup, c'est des setups donc, que j'ai déjà expliqué, mais je trouve que c'est toujours bien de faire un rappel sur ces setups-là, surtout pour ceux qui sont très réguliers en crypto-monnaie. Pour commencer, les 3 setups que je vais montrer, ils sont valides sur toutes les timeframes. C'est-à-dire que quelle que soit la timeframe sur laquelle on est, qu'on soit en daily, en 4 heures ou en weekly, si ce pattern-là se répète, donc ils se confirmeront au gré des mêmes conditions que je vais donner. Donc le premier, c'est le fameux, alors je vais passer en jaune et en plus large pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde, c'est le fameux pattern qu'on appelle AB égale CD. Celui-là, on le voit énormément en crypto-monnaie, mais il est aussi très visible aussi sur les stocks. Mais en crypto-monnaie, peut-être plus qu'en stocks même. Alors, ce pattern-là, il est très simple. Avant de rentrer dans les détails de comment on le trade et quelles sont les conditions pour le trader, d'invalidation ou pas, il ressemble à ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a évidemment 4 points. Donc, ça ressemble à quelque chose qui ressemble à ça. Donc, avec ici, on a un point A. Ici, on a un point B, ici, on a un point C, et ici, on a un point D. Schématiquement, d'un point de vue théorique, ça, c'est le AB égale CD. Évidemment, le AB égale CD, comment il se trade? Il se trade en fait en longue sur la partie du C jusqu'au D. Et il y a évidemment la réciproque de ce pattern-là, qui est tout simplement l'inverse. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait exactement le même schéma, mais à l'inverse. Donc, ce que je vais expliquer, c'est pour le pattern long, mais ce sera exactement les mêmes configurations pour les patterns short. Donc, quand on a un pattern AB égale CD, on connaît le point A, on connaît le point B, le point C se forme, et le point D, on ne le connaît pas encore. Donc limite, ce que je pourrais refaire, c'est cette partie-là, on pourrait la mettre d'une autre couleur. Si je repasse et que je change la couleur, je ne sais pas si on va bien le voir. Ok, le point D, ok, ça normalement, le point D, c'est pas quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on va justement projeter. Et l'objectif, ça va être de prendre un long à partir d'une certaine de certains critères de confirmation que je vais donner, de prendre un long jusqu'au point D ici. Alors, comment on trade ce pattern? Il y a plusieurs conditions à réunir. Il y en a essentiellement 6. La première condition, donc on va utiliser les retracements de Fibonacci. C'est l'outil qui est ici dans la barre d'outils. Donc, vous prenez votre retracement de Fibonacci, vous le pointez sur le point A et vous allez jusqu'au point B. Ensuite, on va retirer tous les niveaux de Fibonacci qui ne nous intéressent pas dans ce setup-là, c'est-à-dire tous les niveaux. Sauf le 1 et le 0, on va les laisser, ça permet de bien matérialiser l'amplitude du mouvement que l'on étudie. Ensuite, on va mettre, à la place du 0,236, on va mettre 0,33, et à la place du 0,5, on va mettre 0,66. Et on va retirer les autres, on n'en a pas besoin. Donc la première condition pour que ce setup-là soit validé et qu'on puisse prendre un long avec une haute probabilité de réussite, c'est que le point C, il se forme entre le 0,66 et le 0,33 de Fibonacci. Donc c'est-à-dire que là, dans le cas présent, c'est effectivement le cas. On a bien notre retracement, donc on a un mouvement aussi entre A et B, une correction entre B et C, et le point C se forme entre le 0,66 et le 0,33. Ça, c'est la première condition. Je peux peut-être le mettre là, en jaune. Ok, première condition, c'est C qui est égal, je vais mettre ça comme ça, on va essayer de schématiser, entre 0,33 et 0,66. Ok, je ne sais pas si c'est ultra lisible parce que c'est difficile d'écrire comme ça, mais je pense que ça devrait être à peu près le cas. Ok. La deuxième condition, hop, c'est que pour prendre un long ici, il faudrait qu'on ait 3 sommets, donc je vais dire 3S, 3 sommets ascendants. Ok, je vais l'écrire comme ça. Ok, on va dire que ça c'est ascendant. 3 sommets ascendants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on a déjà un point A et un point C. Donc déjà le point C, c'est un point bas qui est plus haut que le précédent. Donc on a déjà j'ai dit 3 sommets, c'est 3 creux ascendants. Donc ici c'est un C, 3 creux ascendants. Donc on a déjà le point C qui se forme entre le 0,66 et le 0,33 de Fibonacci, c'est-à-dire au-dessus du point A, donc on a un premier creux ascendant. Pour valider ce setup-là, et donc prendre un long, il faudrait qu'on ait, donc là c'est schématiquement, mais il faudrait que évidemment le prix ne monte pas en ligne droite comme ça, il y a des fluctuations dans le prix, donc ça monte en escalier, un petit peu comme ça. Il faudrait qu'on ait une confirmation au niveau du price action, qu'on ait un deuxième creux ascendant suivi d'un troisième creux ascendant. Donc il faudrait qu'on ait 3 creux ascendants consécutifs. Ça, c'est la deuxième condition qui est obligatoire pour prendre ce setup si on veut vraiment qu'il soit bien exécuté. La troisième condition, c'est de projeter le point D. Donc ça, c'est relativement facile. Donc, admettons que ça, ce soit le prix. Vous prenez cet outil ici de trendline. Vous prenez le point A, vous projetez, vous allez jusqu'au point B. Ensuite, vous prenez ce trait et vous le positionnez depuis le point C et ça vous donne le point D. Une fois qu'on a, donc ça c'est juste en fait, je vais mettre D ici. Donc la troisième condition, c'est on va chercher le point D en projetant AB. La troisième condition, c'est qu'on va réutiliser
un retracement de Fibonacci, cette fois-ci avec d'autres réglages qu'on va positionner du point C jusqu'au point D. Et cette fois, les réglages que l'on va utiliser, si je dis pas de bêtises de mémoire, le premier, on utilise le 0,25, le deuxième, on utilise le 0,5 cette fois, et le troisième, on utilise encore une fois le 0,66. Donc là, je vais peut-être retirer le trait jaune maintenant. Ok. Donc la quatrième condition, c'est on va utiliser à nouveau le retracement de Fibonacci et la confirmation, pardon, celui-ci il est inversé. Pourquoi il est inversé le Fibo? Ok, voilà, je le voyais pas. Et celui-là est inversé aussi d'ailleurs, je viens de le voir. Reverse. Ok, le 0,33 doit être en bas, le 0,66 en haut. Donc la quatrième condition, c'est que pour confirmer du coup l'entrée d'un long, c'est à partir du moment où on a le premier creux ascendant, le deuxième, le troisième creux ascendant, et à partir du moment où on va casser le 0,25 de Fibonacci, ça c'est le prix d'entrée. Le stop loss il va sous le point C, donc le stop loss il est ici. Et évidemment le TP c'est le point D. Donc le TP il est ici. Donc la confirmation d'entrée c'est les trois creux ascendants suivis de la cassure du 0,25. La cassure du 0,25 après les trois creux ascendants, c'est la confirmation de rentrée ici. Donc ici, on va mettre longue à partir de 0,25 de Fibonacci. À partir du 0,25 en quatrième condition. Ok, la cinquième condition, celle-ci c'est la plus importante en termes de gestion du risque. La cinquième condition, c'est que dès lors que le prix atteint le 0,5 de Fibonacci, c'est pour ça qu'on l'a utilisé dans ce paramètre ici, on va prendre un premier TP. Donc ça c'est le TP final, et ça c'est le TP intermédiaire. Donc on va mettre TP1 ici, et ça c'est TPF, donc TP final, mais on peut mettre TP2. Donc dès que le prix ici arrive à 0,5, nous on est rentré au 0,25, ici on prend notre premier TP, et le stop loss qu'on a mis sous le point C, on le déplace à break-even, c'est-à-dire à notre prix d'entrée. Donc ici, ça veut dire, dans la cinquième étape, si je la résume, c'est TP 1 à 0,5 de Fibo, plus le stop loss qu'on déplace à break-even, c'est-à-dire au prix auquel on est rentré. Break-even. Ça, c'est la cinquième condition. Et la sixième, c'est à partir du moment où le prix a cassé le 0,66, donc à partir du moment où le prix il est maintenant désormais ici, dans ce cas-là, on va passer dans une gestion active de la position qu'on appelle le trailing stop. Donc trailing avec un L. Je vais essayer de l'écrire correctement. Trailing. Ok, trailing stop. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va suivre le prix qui va grimper et au fur et à mesure de la montée, le stop loss qui est à notre prix d'entrée ici désormais à break-even, on est risk-free, on va le monter et on va le positionner sous notre position et on va monter au fur et à mesure au fur et à mesure que le prix monte, on va monter notre stop. Pourquoi est-ce important de le faire au-dessus du 0,66? Parce que ce pattern-là a été testé évidemment sur des milliers de configurations et il s'avère que sur certaines fois, je ne connais plus le pourcentage, je ne l'ai plus en tête, mais on peut le retrouver facilement sur internet, sur certains pourcentages, sur certains trades, finalement on ne va pas jusqu'au point D, le prix se retourne avant. Donc ce qu'il faut faire ici en trailing stop, c'est suivre le prix et dès lors qu'on a par exemple un pattern de retournement ou une faiblesse dans la structure ou dans la dynamique du prix, qu'on commence à avoir potentiellement un retournement avant le point D, on est autorisé, et c'est la seule fois où on est autorisé à prendre des profits avant ce qu'on a fait sur notre plan. Donc, si je résume très rapidement ce premier setup, AB égale CD, on a un mouvement aussi entre A et B, une correction entre B et C, et l'objectif de ce setup-là, c'est de prendre un long entre le point C et le point D qu'on ne connaît pas encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, le point C doit se former entre le 0,33 et le 0,66 de Fibonacci sur le Fibo qu'on va placer entre le point A et le point B. Ensuite, le point C doit former 3 creux ascendants. Donc le point C en lui-même, c'est un sommet ascendant si la première condition ici a été validée. Ensuite, il faut 2 creux ascendants consécutifs après le point C. Ensuite, on doit cloner le point D. Donc on prend AB qu'on calque sur C pour projeter le point D. Et ensuite, on va positionner un nouveau Fibonacci entre le C et le D. Avec des nouveaux réglages, le 0,25, le 0,5 et le 0,66. Dès lors que le prix casse le 0,25, on a notre confirmation d'entrée longue, donc on rentre ici, on place notre entrée ici, notre stop loss sous le point C
est notre premier TP au 0,5, notre deuxième TP au niveau du point D. Ensuite, quand le prix arrive au 0,5, on déclenche notre premier TP et on place notre stop loss à break-even, c'est-à-dire au prix auquel on est rentré. Et une fois qu'on dépasse le 0,66, on passe en trailing stop, c'est-à-dire en gestion manuelle de la position, et on s'autorise uniquement cette fois-ci à couper la position avant le TP qui est sur le point D si jamais on a un renversement de structure. Ça, c'est pour le premier setup, qui est très 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 utilisé. Le deuxième setup, c'est ce qu'on appelle le setup en fait en trendline. Hop. Donc ce setup-là, c'est le setup dont je parlais, qui a été qu'on a vu en fait sur le BitTensor, donc sur Tao, il y a 4 semaines maintenant. Donc je reviendrai sur le Tao après l'explication ici. Alors ça, c'est relativement simple. On a un mouvement haussier. Effectivement, ça fonctionne comme l'autre, c'est-à-dire il y a la réciproque inverse. Donc c'est-à-dire qu'on a un mouvement haussier qui est caractérisé par des sommets et des creux ascendants. Et puis on arrive dans un mouvement où on va commencer à casser des creux. Donc c'est-à-dire que là, on va avoir une dynamique plutôt baissière qui va s'inverser. Et donc là, le prix, il va être coincé derrière cette trendline-là qu'on va mettre en rouge. Donc là, comment on va trader ce setup-là? Parce que pour l'instant, ça reste un setup haussier tant que le dernier creux ici n'est pas cassé. Évidemment, donc, tant que le creux ici n'est pas cassé, on est toujours dans un mouvement tendanciel haussier. Donc, comment on va trader ce setup? Il y a 3 conditions. Première condition, vous connaissez l'un des systèmes que j'utilise, c'est le système qui fonctionne en 3 conditions indépendantes, celui que j'ai présenté la semaine passée, à savoir une condition de momentum, je vais écrire MOM, une condition de localisation, lock, et une condition de structure. Donc comment on va trouver les 3 conditions sur ce setup-là? Structure. Alors, la condition de momentum, elle est simple, à partir du moment où le prix va casser la ligne de coup, la trendline ici, ça c'est une confirmation de momentum, c'est-à-dire que la confirmation de momentum, elle peut prendre évidemment plusieurs formes. On peut avoir des volumes ascendants, on peut avoir des structures haussières sur du RSI, sur du MACD, on peut avoir aussi William R qui sort de la zone d'enfoncement. Tout ça, ce sont évidemment des validations et des confirmations d'un momentum qui shift, mais les cassures de trendline, ce sont aussi le cas. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un mouvement où on est évidemment bloqué derrière cette trendline, à un mouvement où on arrive à casser cette trendline. Donc pour casser cette trendline, ça veut dire qu'au niveau des carnets d'ordre, on a eu un volume acheteur qui était supérieur au volume vendeur, donc ça permet de simplement shifter le momentum. Donc ça, c'est la première condition. Il faut qu'on casse la trendline. Première condition. La deuxième condition, c'est la condition de localisation, c'est-à-dire que cette cassure, elle doit arriver, donc si on prend un Fibonacci entre le point bas et le point haut du mouvement, et cette fois-ci on va rechanger les réglages, on a besoin du 0,382, on a besoin de celui-ci, et c'est tout. Non, on a besoin de 0,618. Hop, il est encore inversé. Ok, parfait. Donc la première condition de momentum, c'est-à-dire que la trendline est cassée. Deuxième condition, c'est que la cassure s'opère dans la RLZ longue, c'est-à-dire entre le 0,618 de Fibo et le 0,786. Donc là, pour l'instant, on est bien dedans. Et ensuite, il y a la condition de structure. Alors, dans ce setup-là, il y a 2 structures potentiellement qui peuvent arriver. C'est soit il n'y a pas de structure, ça peut arriver. Donc je vais descendre un petit peu plus le trait. Soit il n'y a pas de structure qui se forme derrière la cassure, et dans ce cas-là, la confirmation de structure, c'est un retest de la trendline avec un rebond derrière. Soit on a une structure qui se forme, par exemple une structure en W, et dans ce cas-là, on a notre confirmation de structure. À chaque fois qu'il n'y a pas de structure derrière une cassure de trendline, il y a souvent un retest, un pullback sur la trendline. C'est l'une des 2 confirmations que vous verrez toujours en crypto, essentiellement. En stocks, c'est moins vrai, mais en crypto, c'est quasiment tout le temps le cas. La confirmation, c'est soit une structure haussière derrière la cassure, soit un pullback sur la trendline. Évidemment, en cas de réintégration, ça annule, ça invalide le scénario. Et donc là, on a nos 3 conditions indépendantes pour prendre le trade. La première étant le momentum qui prend la forme de la cassure de la trendline ici. La deuxième, c'est la localisation qui doit être dans la RLZ ici, entre le 0,61,8 et le 0,786. Et enfin, on a la structure qui est soit un pullback sur le trait, soit une confirmation avec par exemple un double bottom qui se forme. Je rappelle, les double bottoms sont validés uniquement si le deuxième bottom est équivalent ou plus haut. Donc ça, c'est un double bottom validé.
hop, ça, c'en est un également. Le deuxième bottom est plus haut que le précédent. En revanche, un double bottom comme ça n'est pas validé. Et ce qu'on comptabilise dans un double bottom, ce n'est pas les mèches, mais ce sont les clôtures, par exemple. Je vais essayer de trouver le graphique. Il est où le graphique là-dessus? Ok, le graphique est là. Et je vais essayer de vous en trouver un rapidement. Ok, là on a des W. Alors, là c'est intéressant. Vous voyez que par exemple, ce W ici pourrait être considéré comme non validé si on considère les mèches. C'est-à-dire que là, si je prends ces deux points-là, on voit que le point qui est ici est plus bas que le précédent. Or, c'est un W qui est valide. Pourquoi? Parce que si on passe le graphique maintenant, on enlève les chandeliers, mais on passe en ligne. Vous voyez qu'ici, on a bien notre W qui est proprement dessiné. Donc, ce qui nous intéresse pour la validation d'un W, c'est les clôtures des bougies et non les mèches. Et les mèches nous intéressent uniquement pour des questions de liquidité. Dans le cas présent ici, on avait laissé des liquidités en dessous de ce creux. On le voit parce que le point avait été ici. Donc, tous ceux qui avaient long ce mouvement avaient leur stop en dessous. Plus les prix de liquidation de ceux qui sont rentrés à levier. Donc le fait qu'on ait un W ici avec une chasse à la liquidité en dessous, mais une clôture suffisamment élevée pour qu'on n'invalide pas ce W, ça c'est les W qui sont parfaits. Après la confirmation de ces W, la deuxième confirmation, c'est la cassure de la ligne de coup. Donc par exemple ce W là n'a pas été confirmé ici. Il a été confirmé, donc là on avait un deuxième W, on avait des W dans des W, il a été confirmé à la cassure ici, pullback, et ensuite on est parti. Donc c'est pour ça que désormais, si je reviens sur l'explication pour la trouver... Ok. Donc si on a un W qui fait un creux descendant avec une clôture, dans ce cas-là, ça, c'est pas un W confirmé. Il ne faut pas prendre un trade là-dessus. Je rappelle, hein, ces systèmes-là fonctionnent uniquement si les trois conditions sont validées. Si l'une de ces trois conditions n'est pas remplie, il ne faut pas prendre le trade parce que les probabilités de réussite sont beaucoup plus faibles qu'avec trois conditions réunies parce que ce sont des conditions qui sont indépendantes. Donc là, si on a un W qui fait un creux descendant en clôture et non en mèche, dans ce cas-là, c'est invalidé. Et la deuxième confirmation, c'est la cassure de la ligne de coup et surtout son maintien. Donc c'est-à-dire que soit sur la cassure de la ligne de coup, on a un volume ascendant qui rentre, soit on a un pullback. C'est exactement la même chose qu'ici. Voilà pour le deuxième. Et donc le parallèle avec le Tao, c'est celui-ci. C'est que sur le Tao, donc là on est sur BitTensor. On a eu, je reparlerai de BitTensor évidemment plus tard dans la partie altcoin parce qu'il est très intéressant, il y a des choses qui se passent actuellement pour savoir où est-ce que c'est intéressant d'en accumuler pour ceux qui ne sont pas encore dans le train, donc je reparlerai de ça plus tard. Mais sur le Tao, ce qu'on avait, c'était, on a eu, je vais la tracer, on a effectivement la trendline qui était là. Je vais la placer en rouge. La trendline qui était ici. Hop, on a cassé la trendline. Ensuite, on a fait un W. Donc, on avait un premier W ici qui nous a permis de casser. Et on a eu un deuxième W, celui-ci. Donc, les deux sont validés parce que les deux n'ont pas cassé leur plus bas. Et donc là, on avait la confirmation. On avait la trendline, la structure et la localisation. Donc, on avait les trois. Donc, c'est pour ça que je vous le présente parce que c'est un setup qu'on voit énormément en crypto, celui-ci. Hop, je vais enlever cette trendline-là. Et le troisième setup, je vais aussi en parler. Mais le troisième, il est beaucoup moins fréquent, mais c'est intéressant quand même de le connaître. Hop, on va prendre quelque chose comme ça. C'est avec le volume profile. Donc le volume profile, vous avez le fixe ou le fixe ou le variable. On va prendre le fixe par exemple. On va positionner entre là et là. Ok, ça nous donne... Ouais, non, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que justement, il est assez serré. On va le mettre où? Ok, on va essayer de le mettre là. Volume profile. Ok, alors le volume profile, c'est cet indicateur-là. Donc c'est un indicateur qui montre le volume par rapport au prix et non le volume par rapport... oui, ce volume-là, là, le volume que je viens d'afficher, le volume SMA, ça c'est le volume par rapport au temps, tandis que le volume profile, c'est le volume qui est calculé par rapport au prix, c'est-à-dire ça nous donne tout simplement les volumes d'achat et de vente par rapport au prix, alors qu'ici c'est par rapport au temps. C'est la simple distinction, mais on peut utiliser les deux, et d'ailleurs dans l'un des cours que j'ai écrit, donc si vous allez sur le site, hein, vous avez le lien en bio, bitmarket.fr, dans la partie formation gratuite, vous avez un cours dessus qui s'appelle, on va le retrouver vite, ok, volume profile. Dans ce cours-là, j'explique comment utiliser les deux en combinaison pour avoir justement des convergences. Donc, c'est-à-dire
Par exemple, dans des zones basses, si on a des volumes ascendants, c'est souvent que c'est racheté, donc c'est souvent des points bas dans la partie du volume profile. Donc, on ne s'égare pas. Comment on utilise ça? Il faut d'abord comprendre les zones qu'il y a. Donc, vous voyez que sur le volume profile, il y a des barres horizontales qui sont claires et d'autres qui sont foncées. Donc, celles qui sont claires, c'est celles qui appartiennent à la partie du volume profile qu'on appelle la value. Donc, je vais le tracer ici et je vais mettre une couleur différente que le POC, genre en jaune. Hop, donc là, ici, on a notre scission aussi qui est là. Ok, donc la partie que je viens de tracer à l'intérieur, là où on a les barres horizontales qui sont claires, c'est ce qu'on appelle la value. La value, c'est-à-dire que sur la période qu'on étudie ici, donc entre ce mouvement-là et ce mouvement-là, sur toute cette période-là, la value représente 70% du volume de la période. C'est-à-dire qu'entre les deux barres jaunes ici, on a 70% du volume qui a été exécuté. Ensuite, dans cette partie qu'on appelle la value, donc je vais mettre V ici, dans cette partie qu'on appelle la value, il y a un point extrême, c'est ce qu'on appelle le POC, c'est la ligne rouge ici. Donc la ligne rouge, c'est ce qu'on appelle le POC, c'est tout simplement le niveau de prix spécifique où il y a eu le plus de volume d'échange, au sein de la zone qui a été la plus tradée. Et ensuite, on a les deux autres zones, donc on a la zone haute et la zone basse. La zone haute, c'est ce qu'on appelle la VAH, donc en anglais Value High, et en bas, on a ce qu'on appelle la Value Low, donc en anglais, enfin la VAL, donc en anglais la Value Low. Donc ça, c'est les trois zones qu'on a. Value A, donc la partie haute, partie basse et la Value. Alors, ce système-là, il consiste, en plus on a un très bel exemple ici, la réciproque River également. Donc ce setup-là, il n'a pas de nom spécifique, mais il consiste en disant, si par exemple le prix est en VAH, ce qui est le cas par exemple ici, et qu'il clôture 2 fois consécutivement, donc là on est en échelle daily, donc 2 clôtures daily consécutives dans la value, alors il y a 80% de probabilité de retourner chercher la value low. Et là on a un parfait exemple. On a les deux exemples, on a la réciproque, l'exemple que je vais montrer est la réciproque. Donc par exemple ici on a effectivement bien 2 clôtures consécutives, on a la première qui est ici et la deuxième qui est là, après que le prix ait passé un temps certain dans la VAH. Donc la règle nous dit, quand le prix est en VAH et qu'il clôture 2 fois consécutivement dans la value, alors 80% de probabilité de revenir chercher la VAL. Donc on a la confirmation ici, et on a la réciproque, c'est-à-dire quand le prix est dans la VAL et qu'il clôture 2 fois consécutivement dans la value, alors il y a 80% de probabilité de revenir dans la VAH. Et on a exactement la même chose, première clôture ici, deuxième clôture là, direction la VAH. Donc voilà pour les setups. C'était les 3 setups principaux. Alors celui-ci, on voit évidemment, alors celui-ci, il est extrêmement utile si vous faites du scalping et du day trading. Vous allez énormément l'utiliser dans ce style de trading-là. Si vous faites du swing, vous ne l'utiliserez jamais. Tandis que les deux précédents, à savoir le AB égale CD et le trade avec les trendlines, c'est quelque chose que vous allez quasiment tout le temps utiliser. Hein. Par exemple, avec les trendlines, on l'a encore ici. Hein. Oui, on avait cette trendline qui était là. Hop, on a eu une autre cassure. Suivi, hop, on la voit peut-être pas très bien, mais là on a, je vais peut-être enlever tout ça, ouais, ce sera plus propre. Donc on avait notre trendline ici. Donc là c'est un setup haussier, on le voit bien, parce qu'on a notre point, donc le début de notre mouvement, et là ensuite notre mouvement ici. Donc c'est pour ça que quand on disait RLZ, on prenait sur le mouvement ici, on va mettre, enfin on l'a déjà, la zone, le 0,786 et le 0,618. Donc là, on a notre RLZ. Si je prends un rectangle, ouais, pardon, vous allez voir qu'on est bien dedans. Hop, donc je vais enlever ça, on n'a plus besoin. Donc là, on est bien dans la RLZ. On a notre trendline qui est ici. On a la cassure de la trendline. Donc la confirmation en momentum, elle est validée. Confirmation 1. Confirmation 2. Hop. Stylé. Confirmation 2, on est dans la bonne localisation, on est dans la RLZ. Confirmation 3, on a notre structure qui se met en place, notre W qui est là, validé à partir de ce niveau-là. Donc là, le seul, entre guillemets, point noir, c'est que notre stop, quand on rentre là-dessus, notre stop, il est en dessous. Et là, on avait une petite réintégration ici qui n'a pas été plus loin parce qu'on n'a pas cassé ce creux-là. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait faire peur quand on prend le trade parce qu'on rentre ici sur la cassure de la ligne de coup si on a un volume ascendant. Et si on n'a pas de volume ascendant, on attend du coup le pullback. Là, ce qui était bien, c'est qu'on n'a pas cassé les creux. Les creux ont été maintenus ici, si je mets ça dans une autre couleur. Les creux avaient été maintenus ici, donc il n'y avait pas de risque étant donné que le stop loss avait été là. Mais voilà, ça c'est un exemple de trade qu'on peut très très bien prendre avec le stop loss qui est ici, le prix d'entrée qui est là, et ensuite le premier TP
qui est sur le haut du pattern précédent. Et ensuite, après, ça dépend de la structure du prix et de l'historique de prix qu'on a ici. Là, si c'était un nattage, voilà, on avait ici des sommets avec beaucoup de liquidités à prendre.